Bonjour à tous. Green White Checkered, vous connaissez bien évidemment ce rendez-vous qu'on ne manquerait sous aucun prétexte. Laurent-Frédéric Bollet pour l'Afterlap, le podcast du sport auto. Maxime Potard pour la chaîne YouTube Maxou le Pilote. Bonjour Maxime. Bonjour LFB, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est plus parlé puisque l'imitation technique oblige, comme vous pouvez le constater si vous suivez le podcast depuis quelques mois. Je ne suis plus là où j'enregistrais auparavant et donc il y a eu déménagement, transition, réinstallation, il y a encore des choses à régler. Je n'ai pas la plus belle caméra pour vous faire profiter de ma jolie barbe, mais ça devrait suffire pour parler de l'actualité assez bouillante comme chaque semaine. Allez, on t'accueille bien volontiers Maxime. Moi aussi, je suis dans un environnement qui n'a pas toujours été celui habituel, avec un basketteur, voilà, et non pas un pilote automobile, vous voyez, tout peut arriver. J'ai mis la petite laine Maxime, parce que tu me confirmes qu'en Belgique, ce mois de juillet, c'est la Toussaint aussi, hein, c'est pluie et il fait 15 degrés, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que, comme dirait mon collègue, en ce moment, pour un mois de novembre, il fait plutôt doux, c'est-à-dire que chez nous, il y a deux saisons, hein. Il y a l'hiver et le 15 août. Donc voilà, c'est un peu ça. Il fait très mauvais en Belgique, ça a joué des tours à pas mal de courses qui ont eu lieu ces derniers temps sur les terres du plat pays, notamment les 25 heures Fun Cup, où il y a eu quelques petites ondées et des grosses draches, comme on dit chez nous. Eh ben écoute, comme tu y étais, je te poserai 2-3 questions parce que c'est un événement qu'on avait sur Motors TV quand j'en étais le rédacteur en chef et c'est toujours un truc qui m'a toujours amusé, on va dire ça comme ça. Tu nous feras un point sur le WTCR. Oui. Moi, je te parlerai évidemment de la manche Supercars qui a eu lieu le week-end dernier à Townsville. On rappellera les résultats à ELMS. On rappellera ce qui se prépare du côté du WEC et du WRC. Ça, c'est pour la dernière partie. Au milieu, ce sera pour toi, Maxime. Tu auras la priorité pour la dernière manche de la Formule I à New York. Et oui, ça, c'était important. Mais je te propose, bien évidemment, c'est pas une surprise, de démarrer par la Formule 1, puisque nous avons eu globalement 2 Grands Prix d'Autriche de successifs. L'un s'appelle un Grand Prix de Styrie, nous le savons tous. Et donc, nous allons en débattre si tu le veux bien. Donc, je te propose d'abaisser le drapeau vert. On y va ? C'est parti. Voilà, la première partie évidemment consacrée à la Formule 1 dans ce numéro 35 de Green White Checkered. Je rappelle qu'on est visible non seulement sur nos réseaux respectifs, mais également sur les téléconnectés Samsung et les mobiles Huawei. Et donc merci pour ces auditeurs ou téléspectateurs qui nous suivent par ces moyens. Alors, ces Grands Prix d'Autriche, je mets au pluriel volontairement, même s'il y en a un qui s'appelle Styrie, et on va respecter l'appellation officielle, bien sûr. On a le sentiment que ça a été un petit peu la même chose 2 fois, à savoir une mainmise de Max Verstappen qui a fait main basse là sur le Red Bull Ring. C'est pas quand même une totale surprise, hein, Maxime. Alors, tu sais que par quoi j'ai envie de commencer, parce que tu vas me dire dans quelques instants évidemment que tu es certainement très satisfait de voir que Verstappen a peut-être fait le break, si j'emploie une image de tennis dans cette saison 2021. Est-ce que tu as vu l'image avant la qualif du samedi, du 2e Grand Prix? On va plutôt se concentrer sur celui-là, sur le dernier, donc le Grand Prix d'Autriche, ouais. Avant la qualif, le samedi après-midi, dans les 5 minutes qui précèdent le début des hostilités, il y a un plan sur la tribune orange, comme je l'ai appelé, et il y a une sorte de rave party qui est en train d'avoir lieu. Tout le monde danse, tout le monde saute. Mais attends, et sur le moment, je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà vu ça en Formule 1? Bien sûr qu'on a déjà vu des ambiances de dingue au Brésil avec Senna, même en France, quand j'allais au Grand Prix de France avec Prost et Alesi, il y avait une ambiance géniale. Mais là, j'ai vraiment eu le sentiment que je vivais un truc incroyable, quoi. Une ambiance jeune, un peu music dance, autour d'un seul homme. Ça m'a vraiment marqué. Toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as cette image en tête un peu? Mais j'ai fait un comparatif sur Twitter immédiatement en disant est-ce qu'on n'a pas vu ça depuis Senna au Brésil? Moi, je n'ai pas d'autres souvenirs que de ce comparatif-là parce que oui, on sait que les Hollandais sont des gros fêtards, ils savent faire la fête, ils ont les plus gros événements de dance avec Tomorrowland, enfin vraiment dans le nord, comme on dit, de l'Europe, en Belgique et même en Scandinavie, c'est des peuples où on sait faire la fête. Encore une fois, Max Verstappen a ramené en Autriche via Red Bull, mais c'est vrai que c'est pas loin, mais comme ce sera le cas à Francorchamps, et comme ça a été le cas à Francorchamps, et comme ce sera aussi à Zandvoort, le jour où on va aux Pays-Bas, ce sera la fin du monde, je pense, l'apocalypse, la mer du Nord va devenir orange, hein. Elle a toujours été brune, mais là elle sera orange. Donc un événement et un spectacle, parce que c'était un spectacle, il faisait des holas, il sautait dans tous les sens. Ça fait tellement du bien en fait. C'est ça que je me dis, c'est que tout évolue et parfois on a tendance à se dire en Formule 1 qui est très traditionnel comme sport, depuis 10-15 ans on perd un petit peu des traditions, des envies, des circuits mythiques et ce genre de choses. C'est encore une image de transition depuis 5 ans.
ça ne fait que grandir, hein, le fameux Supermax, dont la chanson qu'on évoque de temps en temps. C'est une nouvelle manière de supporter quelqu'un, et c'est vrai que voilà, cette image de tribune folle avec des pétards, des feux d'artifice, le Covid n'existait pas en Autriche depuis le début du mois, avec cette tribune, bah, ça fait chaud au cœur. Alors, d'autant plus que moi je suis supporter de Verstappen, en tout cas j'aime beaucoup le garçon derrière le casque et pas forcément en dehors, mais force est de constater qu'aujourd'hui il a la plus grosse communauté de supporters, à l'image peut-être d'un club de football, à lui tout seul. Pourquoi cette aura a été déclenchée il y a quelques années par ses résultats, alors que plein de jeunes le font? On voit Norris aujourd'hui qui est très connu, notamment sur le stream, en tout cas avec les jeux vidéo. Il a l'équipe, la société Quadrant qu'il a créée en Angleterre, avec ses collègues américains et anglais, où ils font du streaming, des réactions, etc. sur les réseaux. Donc c'est encore une autre facette à notre personnage. Mais Verstappen, j'ai vraiment l'impression qu'il est un club de football à lui tout seul. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Maintenant, si on oublie le Covid, au départ on avait déjà vécu ça, mais je pense que le fait qu'on a privé ce genre de supporters, ce genre de mentalité, et pas de jugement, hein, juste vraiment, pendant un an et demi de tribune, ils vont nous rattraper l'année en quelques Grands Prix. Donc voilà, c'est très prometteur. Au niveau du Grand Prix de Belgique, on évoquerait des bulles entre 10 et 15 000 personnes, donc 5 000 dans le paddock, qui est la bulle de la F1 qui viendrait, et 5 000 côté Rédillon, Source, donc vraiment autour de la Formule 1 du paddock, et 5 000 sur le reste du circuit. Je pense qu'il y aura 8 à 9 000 Hollandais qui seront là, ou en tout cas des Néerlandais feront le déplacement en masse, parce que l'image, elle est exceptionnelle, et elle fait du bien, vraiment. Je sais pas si toi, tu disais, voilà, peut-être Prost en France, moi j'ai pas d'autres souvenirs, à part Senna au Brésil, de cohue comme ça, quoi. Je suis d'accord, c'est une ambiance sud-américaine qui vient à l'esprit tout de suite, et plus globalement brésilienne, on est bien d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi-même aussi, à Manicourt, j'avais vécu une ambiance franco-française incontestable. Mais là, non, c'est un niveau hallucinant, surtout que c'est pas dans le pays, ça se déroule même pas dans son pays, voilà, c'est ça. Donc tu te dis que c'est ça qui est hallucinant. Quand ce sera le Grand Prix des Pays-Bas, ça va être absolument génial, ça c'est sûr. Non, Verstappen, si on en vient maintenant au côté sportif, c'est fou parce que je ne vais pas dire qu'il a passé un cap, parce que bon, ce type a toujours été génial et il a toujours été tout de suite surdoué, et on sait que c'est globalement l'adversaire principal d'Hamilton depuis déjà plusieurs années. Mais cette année-là, il y a quand même quelque chose de plus, je trouve. Quand les victoires sont annoncées, elles arrivent. Et ça change beaucoup de choses. Monaco, on savait que Monaco, ce sera un Grand Prix pour lui. Ça a toujours été pour Red Bull, Monaco. Hein. Quel que soit le pilote, la voiture a toujours été à l'aise, clairement. Voilà. Il l'a fait, il a répondu présent. L'Autriche, on sait que c'est un circuit où il a toujours été à l'aise, et en plus c'est le Red Bull Ring. Ok, il gagne le Grand Prix de Styrie. Et on lui en met un deuxième. Voilà. On ajoute un deuxième circuit à Verstappen, parce qu'il est au-dessus en Autriche. Donc là, tout était réuni pour qu'effectivement, il enchaîne par une deuxième victoire en 8 jours sur son circuit du Red Bull Ring. Mais non seulement il l'a fait sans aucune discussion possible, mais en plus il a encore fait mieux, parce que là il a fait vraiment le grand chelem, t'es au courant, la pole, le meilleur tour, tous les tours menés et la victoire bien sûr. Et ça c'est rarissime, tu sais que le record c'est Clark, il en a que 8. Donc effectivement faire un grand chelem, ça arrive pas tous les jours. Donc il a trouvé encore même le moyen de faire mieux. Donc là, on aurait tendance à dire, mon cher Maxime, est-ce que tu es d'accord, mais je crois que tu vas l'être, 32 points d'avance, 5 victoires sur 9, ça ressemble à quelqu'un qui a fait le break, voire qui a pris le pouvoir. Et une autre statistique pour aller dans ton sens, en ces 5 derniers Grands Prix, Verstappen c'est 109 points, Hamilton c'est 56. Eh oui. Voilà. Moi ça suffit à expliquer que la référence c'est Verstappen, qui le dit lui-même, à la différence des autres années, et c'est là qu'il est peut-être un peu trop prétentieux, c'est que cette année il se dit, enfin j'ai une voiture pour être champion du monde, donc maintenant je peux l'être. Donc déjà il l'admet, ce qui n'aurait pas été le cas d'un Verstappen il y a 3-4 ans. Il dit voilà, moi ma voiture maintenant elle me permet d'aller me battre, donc maintenant je vais me battre. Je sais que j'aurais pas une casse moteur. Ok, il y a eu Bakou, mais s'il n'y avait pas eu l'abandon à Bakou, où en serait Verstappen avec 25 points supplémentaires, puisqu'Hamilton il fait 0 pointé à Bakou. Donc l'enchaînement, là, le triple header qu'on s'est tapé avec Verstappen qui rend quasiment copie parfaite chaque week-end, il y a quelques années, on aurait été vraiment très fébrile parce que le moteur Honda n'aurait pas été vraiment capable de répondre. Aujourd'hui, le moteur Honda est performant, le châssis est aussi bon, si ce n'est meilleur que celui de la Mercedes, on le voit. De toute façon, la McLaren qui a le même moteur Mercedes se comporte mieux que la Mercedes, donc il y a quand même un problème quelque part. Alors, je dirais pas qu'Hamilton est en train de dévisser un petit peu dans sa tête, ou que la question est peut-être un peu trop prématurée, mais en tout cas chez Verstappen, c'est un gars qui, quand tout roule et quand tout se déroule, il va aller à fond, il va donner ce qu'il a et le résultat sera là. Et ça va être difficile de l'arrêter. Maintenant, la spirale positive qu'il a engagée maintenant, il essaie de l'engager depuis 3 saisons. Cette année, c'est parti.
Et je crois que ça va être difficile d'aller le chercher cette année. Et je crois qu'on terminera avec un Hollandais champion du monde fin d'année, clairement. Là, c'est clair que oui, on peut l'espérer et tous les signaux sont au vert pour que ça puisse tenir et que ça doive tenir. On est bien d'accord. Écoute, on va pas redétailler tous ces deux Grands Prix d'Autriche. Moi, j'ai envie de te dire, Norris, toujours formidable, hein, évidemment. Et oui, il sait faire fonctionner la McLaren. Là où Ricciardo, même avec un nouveau châssis, n'a pas encore compris. Il souffre encore plus peut-être que sa première année chez Renault, où finalement il avait appris, mais ça s'était bien passé. Cette année, c'est très compliqué pour Ricciardo. Là où Norris, tu l'as dit, est là, il fait podium, il répond présent, il fait pas d'erreur. C'est encore quand même un rookie, faut pas l'oublier, il n'a pas 30 ans de Formule 1 derrière lui. Donc vraiment, Norris, est-ce qu'il serait candidat à un deuxième volant Mercedes si la voiture était meilleure? Je ne sais pas, mais ça a été évoqué, et pour moi, c'est parfaitement légitime. Donc Lando, pour l'instant, il fait vraiment le travail. Tiens, à propos, puisque c'est du direct et que je vais saisir la balle que tu viens de lancer, donc là, en direct, au moment où on se parle, Maxime, on est dans l'avant Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Russell vient de dire aujourd'hui, non, il n'y aura pas d'annonce ce week-end à Silverstone concernant mon avenir et mon éventuelle arrivée chez Mercedes. Mais j'ai quand même l'impression que les signes semblent un peu converger vers cette annonce. Est-ce que tu ressens ça comme ça ou est-ce que je suis un peu le seul à sentir que ça commence à se mettre en place quand même? Non, tu n'es pas le seul et les médias spécialisés ne se sont pas trompés. Quand une information sort de la Gazzetta dello Sport ou de ce genre de rumeurs, on sait souvent que voilà, il reste plus qu'Eddie Jordan pour nous confirmer que c'est une rumeur qui est vraiment fondée. Non, moi j'ai un outsider qui serait intéressant et qui serait peut-être le moyen sur le long terme pour Mercedes de contrer Red Bull, c'est Pierre Gasly. C'est Pierre Gasly, parce que l'année prochaine, Perez maintenant répond aux attentes de Red Bull. Est-ce que pour que Red Bull soit champion, il y aura d'un côté effectivement Verstappen et Perez qui fait enfin, on en a déjà parlé il y a un mois, fait enfin ce que Red Bull voulait de son deuxième pilote, c'est-à-dire marquer des points et être là quand le premier pilote a un problème ou n'est pas là. Donc ça leur permet aussi d'être bon classement constructeur. Est-ce qu'ils vont perdre cet équilibre qu'ils commencent à avoir cette année avec Perez pour Gasly? Gasly qui aura peut-être une envie de vengeance, de revenir dans un team où ça s'est mal terminé, malgré les belles histoires qu'on a voulu raconter autour. Donc, est-ce que Russell a vraiment le baquet signé chez Mercedes? Alors, je vais être honnête avec toi, à 95%, oui, c'est la logique pure et dure. On lui a pas proposé le volant l'année passée à Sakir pour dire non, finalement, on n'a pas besoin de toi. Ou alors, ce serait vraiment crapuleux, et je tiens à préciser le mot, c'est crapuleux de la part de Mercedes de faire ça. Donc, globalement, oui, l'année prochaine, Bottas ne sera pas renouvelé. Et on aura George Russell dans la voiture à côté d'Hamilton. Maintenant, Hamilton a signé pour 2 ans, donc il restera la tête d'affiche, en tout cas le porteur de l'équipe Mercedes. Mais attention à ne pas avoir le souci que Ferrari a eu avec Leclerc et Vettel, pour prendre un exemple récent, que voilà, on a introduit le loup dans la bergerie et après, c'est compliqué de gérer un petit peu tout le bazar. Outre le fait que c'est aussi la même nationalité. Alors évidemment, je sais bien qu'un tiers de l'équipe, c'est globalement Ineos et c'est donc anglais. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il y avait moyen aussi d'être un peu plus international. Je ne sais pas si ça doit entrer en ligne de compte. Enfin bon, bref. Mais bon, ça semble quand même un peu aller dans cette bonne direction. Non, dernier avis, Maxime, les pénalités donc, qui ont un peu défrayé la chronique en Autriche. Alors, tu as peut-être écouté mon podcast avec Tristan Gomandi. Tristan, lui, est sur deux... Il a la vision du pilote aussi. Oui, voilà. Bon. Lui, globalement, ce qu'il dit, c'est qu'un pilote qui me fait l'extérieur sur le Red Bull Ring, ça va pas, non? Donc, il se défend. Voilà. Là, il défend quand même la notion. Donc, si je me mets à la place de Norris en premier lieu avec Perez, et puis ensuite, c'était Perez et Leclerc, c'est c'est bien beau, tu m'attaques par l'extérieur, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Tu ne me fais pas non plus l'extérieur, j'ai le droit de me défendre et je vais me défendre. Ouais. Donc là, on comprend que le pilote se défende. Bon. En même temps, c'est vrai que Tristan était le premier à dire que Perez, il avait été un peu dur avec Leclerc, notamment la première fois. Mais moi aussi, j'ai été déçu quand j'ai vu que les pénalités tombaient, parce que c'est quand même une façon de couper un peu les ailes des pilotes, c'est une façon de réglementer un peu pénible. Même si j'ai été déçu quand j'ai vu Perez dans le gravier, et oui, ça m'a énervé, je l'avoue, parce que tout de suite, on comprend bien que Perez, il a sa course fichue, et ça suffisait comme pénalité, pour moi ça suffisait. Je pense que la deuxième pénalité est venue par logique suite à la première. C'est un peu le syndrome du Canada avec Vettel où il y a 5 secondes puis on n'a rien eu quand Verstappen a donné le coup de roue en Autriche 2 semaines plus tard parce que la FIA voulait plus mouiller, en tout cas les commissaires, en disant non, qui roule et qui se battent. Là, à partir du moment où la première pénalité a été donnée et que la deuxième situation est
pour moi en tout cas, à peu de choses près identiques, la deuxième pénalité devait suivre, elle est logique et ils peuvent pas la donner la première fois et pas la deuxième. Ou alors il fallait pas en donner du tout. Moi je suis plus partisan du fallait pas en donner du tout, c'est un peu mon côté à l'ancienne, j'assume. C'est vrai que maintenant on a tendance un petit peu à sortir le carton jaune et aller voir la VAR dès qu'on peut, comme au football. Mais oui, Pérez était peut-être un petit peu optimiste parfois, mais il défendait son bout de gras et ça me paraît aussi tout aussi défendable. Donc moi, ça aurait pu être classé en fait de course. Et encore une fois, tu fais ça sur un autre circuit où tu as 5 mètres de dégagement tarmac, la voiture elle ouvre et elle revient sur la piste, elle se met derrière, on n'en parle plus. C'est le problème de ces commissaires qui aujourd'hui sont habitués au Paul Ricard ou à des circuits où justement, il s'est loupé, il part large, il passe derrière le bout d'un saucisse, il revient et on n'en parle plus. Là, c'est encore un circuit. Alors, je vais pas dire à l'ancienne, mais où les bords de piste sont c'est vrai, il n'y a pas trop de dégagement à part dans le dernier secteur. Donc je pense qu'effectivement, il y a une manière de revoir les pénalités. Est-ce que ce sera annoncé dans la preview, puisque ce week-end, il y aura, fin de semaine, une annonce de la F1 qui va faire un live de présentation, sans doute pour le modèle 2022 et sans doute pour l'introduction des nouvelles règles. Donc on verra comment ça va se passer, mais j'espère qu'au niveau des pénalités, il y aura revisite, une nouvelle manière de les distribuer, en tout cas une nomenclature plus claire pour les pilotes aussi, parce que on ne sait plus trop s'il faut se défendre ou juste se taire, lâcher l'accélérateur et laisser passer à l'extérieur. Il y a 2 poids 2 mesures et c'est le cas depuis de trop longues années avec ces commissaires qui changent en fonction des Grands Prix, etc. Bah oui. C'est pas clair. Bon, écoute, on a eu à peu près le même sentiment. On va attendre Silverstone pour voir ce que ça donne, donc cette première course sprint du samedi, dont on apprend que globalement elle va servir à 2 choses. Elle va servir effectivement à déterminer la hiérarchie et la grille de départ du Grand Prix le dimanche. Bon, ça c'est après tout c'est important. Mais elle déterminera la pole position. C'est-à-dire qu'effectivement, le vainqueur de la course sprint, dans l'histoire, n'aura jamais gagné une course bis ou une pré-course à Silverstone. Il aura juste signé la pole position. Voilà. Alors évidemment, moi j'attends de voir, parce que là je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Bah oui, on a des doutes. Oui, on peut craindre une procession. Oui. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la manche sprint pourrait s'avérer beaucoup plus intéressante que le Grand Prix. Par contre, le nivellement de la hiérarchie dès le samedi, avec une hiérarchie déjà établie, genre, je m'explique, mais Verstappen, Hamilton sur la grille de départ du Grand Prix dimanche, et derrière, tous les autres dans le format, ça risque déjà de figer la course. C'est comme s'il y avait drapeau rouge et qu'on redémarrait. Après, les changements de conditions, etc., etc. Mais je trouve que ça va peut-être gâcher le Grand Prix du dimanche parce qu'on aura déjà une hiérarchie trop bien établie pour qu'il y ait des changements plutôt qu'avoir, je sais pas, un Norris qui va faire une première ligne mais qui risque de perdre 5 places, un Ocon qui s'y reprend et qui se remet 7 ou 9e mais qui va crouler, les Aston Martin derrière qui vont remonter avec la stratégie, ou Raikkonen qui fait un arrêt au 60e tour, enfin, ce genre d'exemple. Mais je sais pas si ça ne va pas être gâché justement par cette course sprint. Mais comme toi, j'attends de voir, je ne vais pas wait and see, je vais pas juger. Non, à mon avis, ce qu'on oublie un petit peu, quand même, c'est il y a un effet un peu domino qu'on a tendance à pas voir. Parce que samedi, quand on va partir pour la course sprint, on va bien partir dans un certain ordre. Et cet ordre, tu as compris comme moi, c'est l'ordre des essais libres du vendredi après-midi. Ouais. Bon, écoute, imagine, parce que ça c'est arrivé à tout le monde au moins une fois dans sa carrière, imagine qu'Hamilton ne roule pas, parce qu'il y a un problème boîte de vitesse vendredi après-midi, donc il part dernier samedi. Mais quelle sera la règle? Parce que la séance du vendredi, elle est pas si longue que ça, elle fera 1 heure, donc... On a le temps de réparer peut-être. Mais oui, mais moi ça me rappelle juste les qualifs des années 90-2000 où t'avais ton heure, tu faisais tes 12 tours avec les meilleurs pneus. Voilà, après moi le vendredi je travaille, donc je sais pas si ça va intéresser beaucoup de supporters d'aller gâcher un vendredi pour aller suivre les qualifs à l'heure où ça se passe un vendredi, parce que le vrai intérêt sera vendredi après-midi, il sera plus vraiment samedi pour le moment, donc... Je sais pas. Non mais attends, ce qu'il faut dire, c'est que s'il se passe le moindre chose samedi après-midi, vendredi après-midi, une sortie de piste ou un problème, comme tu dis, oui. Tout le week-end peut être foutu. Exact. Et auquel cas, effectivement, cette course du samedi aura vraiment un intérêt, parce que ça devient un peu le principe de la Formule E, tu vois. On a une ou 2 séances d'essais libres le matin, la qualif à midi, la course à 15h. Il y a des pilotes, ils se plantent la première séance parce que la piste est sale, pas gommée, enfin, je te passe les explications. S'il se plante et qu'il faut réparer la voiture, refaire un demi-train, un châssis, une géo et tout le bazar, ça prend du temps. Mais c'est pas pour le lendemain à 10h la prochaine séance, c'est dans 1 heure, il faut la faire. Donc voilà, c'est arrivé à Bird ce week-end par exemple. Si ça arrive sur une Formule 1, c'est pas une Formule 1, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes pièces. Donc j'ai un peu peur de ça, de la perte d'équité, tu vois. Mais écoute, on surveillera ça et on en reparlera bien évidemment. Et comme tu as magistralement introduit la Formule I, je te propose de ne pas perdre de temps et de tout de suite passer à la deuxième partie de notre émission, c'est le drapeau blanc, et effectivement, se diriger vers New York.
Alors pourquoi New York? Eh bien, c'est là qu'a eu lieu donc la nouvelle manche de la Formula électrique, la Formula E française, la Formula I en appellation internationale. Alors, Maxime, je sais que tu l'as commenté bien sûr pour la RTBF et tu vas tout nous dire. Je vais quand même te poser une petite question piège pour commencer, mais il n'y a pas vraiment de piège en fait. C'est que ces derniers temps, il y avait une polémique par meeting en Formula I. Donc, y en a-t-il eu une aux États-Unis? Si oui, laquelle? Sinon, est-ce à dire alors que tout est revenu dans l'ordre et que tout va bien en Formula I? Parce que j'ai vu, pour tout te dire, dans l'équipe côté français, une interview de Jean-Éric Vergne Oui. qui n'a pas été tendre avec l'organisation actuelle de la Formula I, notamment pour les qualifs, où celui qui est en tête du championnat est forcément largué. Donc il dit, il y en a un peu marre qu'on puisse en fait, qu'on passe pour des peintres, alors que c'est juste un peu une mauvaise organisation. Hein. Bon, voilà. Tu as carte blanche pour tout me dire à ce propos. Alors pour faire le bilan de ce week-end, je vais commencer justement par Jean-Éric Vergne qui a vécu une course difficile. Il y avait la manche 10 le samedi, la manche 11 le dimanche. Vous savez, le week-end de Formule 1, ça se passe toujours sur un jour. En tout cas, essai libre le matin, qualif à midi, course après-midi. Gardez ça dans l'esprit, à part que le deuxième jour, il n'y a qu'une séance d'essai libre. Jean-Éric Vergne est parti dernier parce qu'il n'a pas pu se qualifier justement le dimanche et il a un gros souci technique, je ne vais pas dire mécanique parce que c'est plus le cas en Formule 1, mais un souci technique en tout cas au moment du départ, il reste scotché sur la grille et c'est 0 pointé. Alors que son équipier d'Acosta avait vraiment une bonne voiture ce week-end et on peut avoir énormément de regrets pour Gève, même si la première course est plutôt bien passée parce que la course du samedi était beaucoup plus disputée aux avant-postes et beaucoup plus ouverte avec différentes voitures, en tout cas différentes équipes devant. Ouais. Bon, la polémique de Gève, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, le déroulé d'une manche de Formule 1 est très complexe parce que si un pilote se plante ou s'il y a un souci, ça ne peut pas être rattrapé à temps pour la qualif et la course. En cumul de ce problème-là, la qualification s'effectue de la manière suivante. Les 24 pilotes sont divisés en 4 groupes de 6 voitures qui s'élancent. Et pour les diviser en groupes de 4, c'est le classement actuel du championnat. Donc en gros, les 6 premiers du championnat, les 6 suivants, 6 suivants, 6 suivants. Bon. Une piste évolue, c'est pas à toi que je vais l'apprendre ou à vous spectateurs, une piste se gomme et s'améliore. Évidemment, il y a quasiment 1 heure pour signer le meilleur chrono, et à la fin de cette première phase de qualification, les 6 pilotes les plus rapides font un tour supplémentaire en Super Pole. Le fonctionnement de la Formule 1 est en cela complexe qu'on a une durée de qualification de 6 minutes. On peut faire autant de tours qu'on veut lors de la phase qualificative classique. Le problème, c'est que les pilotes font un petit peu comme en Q1 à Monza ou quoi, ils se collent un peu l'un derrière l'autre, ils essaient de se suivre et hop, on s'élance au dernier moment. Et s'il y a un drapeau rouge, on est marron. C'est exactement ce qui s'est passé en Q2 et c'est ce qui a piégé notamment Stoffel Van Dorn et ça lui arrive plus souvent qu'on ne croit, c'est-à-dire qu'un pilote se plante, ou il y a un tête à queue, ou il y a un accident, c'est drapeau rouge et on relance. C'est-à-dire que tu as une séance de 5 minutes, s'il y a un problème, on te relance pour te refaire faire un tour. Alors que la séance est terminée, mais on relance une séance parce que tu n'as pas eu le temps de faire ton tour. Déjà là, il y a un problème de cohérence et de logique. Ça veut dire que ceux qui se loupent peuvent se planter ou faire une erreur et tu as droit à une deuxième chance, alors que le chrono est fini. Ça me paraît déjà pas logique. Ensuite, la piste évolue, bien sûr, le temps des séances, et c'est souvent, depuis le début de la saison, en tout cas dans le 3 ou 4e groupe, que les conditions sont les meilleures, sauf s'il se met à pleuvoir, mais pour vraiment faire la pole. Donc en gros, ceux qui sont en tête du championnat, donc qui ont fait le plus gros travail, partiront premiers donc avec une piste moins bonne, potentiellement moins gommée, et donc font moins bien. Généralement, voilà, c'est dans la 3e séance qu'on a la meilleure condition pour une qualif. Donc, les séances d'essai où il peut y avoir un problème, cumulé à une qualification où tu pars d'office premier et avec une seule tentative, si tu te loupes, c'est terminé, bah ça fait dégringoler rapidement au classement. Alors après, tu peux prendre le temps de faire ton tour de super pole, comme on dit, à ton aise, puisque tu es sûr que tu es dans les 3 premières lignes. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de changer le format? Non, peut-être l'adapter, mais pas changer sur une journée. Pour l'instant, ça fonctionne très bien en termes d'audience, en termes d'image, enfin, ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas eu de polémique ce week-end parce qu'on n'a pas eu d'action en piste, tout simplement. Les courses étaient particulièrement monotones, assez suivies, peu de neutralisation, peu de safety car. La seule grosse action a eu lieu dans la première course où justement Jean-Éric Vergne se battait. Il est allé nous faire un freinage ultra appuyé sur Nick Cassidy alors qu'il se battait pour la victoire. Et c'est Maximilian Günther qui était derrière tranquillement, qui attendait, qui à l'épingle est passé à l'intérieur et leur a dit merci, bonsoir. Voilà. Maximilian Günther qui gagne une course et au bilan des 11 courses on a quand même 9 vainqueurs différents cette saison, ce qui est quand même assez exceptionnel. Le championnat est en cela très ouvert, le classement est mené maintenant par Sam Bird après les 2 courses puisque Bird a gagné la course du dimanche pour tout te dévoiler. Et on est d'accord que c'est Mortara qui était arrivé leader. Voilà, et Eduardo Mortara était arrivé leader et Eduardo il a fait quasiment 0 pointé ce week-end. Donc
un e-prix ne peut pas être l'e-prix suivant. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On le répète souvent avec mon collègue Cédric quand on commente la Formule 1, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une équipe comme Jaguar, qui le premier jour a des problèmes techniques, crée une safety car et nulle part et ne marque quasiment pas un point, peut se payer un doublé le lendemain sur la même piste. Donc oui, c'est ouvert, mais c'est peut-être juste aléatoire plutôt qu'ouvert en fait. On veut tellement éviter ce qui se passe en WTCR, je l'évoquerai plus tard, c'est-à-dire une BOP ou des règles qui déforcent ou qui mettent trop d'avantages. Bah non, c'est-à-dire que même un pilote comme Sergio Sette Camara avec sa Penske qui arrivait à se mettre 7ème pour la course du dimanche, je dis oh c'est trop bien, il va enfin sauver sa saison parce qu'il a rien fait depuis le début d'année. Bah, au bout d'un quart d'heure de course, il descend et c'est tout quoi. Il peut rien faire. La disposition des attaques mode, donc tu sais qu'il y a des boosts qu'on peut prendre, hein, c'est un peu jeu vidéo, mais c'est l'idée. Les boosts qu'on peut prendre, généralement, c'est pas un tour joker comme en rallycross, mais c'est vraiment tu passes à l'extérieur d'un virage pour aller shipper, un peu comme la floche finalement à la fête foraine, tu vas shipper ton attaque mode. Mais quand tu reviens, tu as perdu 1, 2 ou 3 places. Donc vous vous retrouvez avec une situation où dès qu'un pilote va avoir l'écart de quelqu'un qui a pris l'attaque mode, il va pouvoir y aller sans perdre de place. Donc c'est très stratégique et c'est très intéressant quand on peut suivre la discipline concrètement. Maintenant, celui qui regarde d'un coin de l'œil ce qui se passe à l'écran, il va se dire je comprends pas pourquoi il y a des pénalités, pourquoi on enlève ci, pourquoi lui il a perdu sa victoire sur la ligne parce que ça fait 20 minutes pourtant que les commissaires savent qu'il a juste pas mis la bonne référence de son pneu qui est monté sur la voiture alors qu'ils n'ont que 8 pneus par équipe pour le week-end. Donc c'est des absurdités. Les problèmes où toutes les voitures tombent en panne à un tour de l'arrivée, c'est parce qu'il y a eu 4 safety cars et quand on n'a jamais eu 4 safety cars en Formule 1 sur une course. Donc la direction de course n'est pas à même de gérer comme il le faut. Les équipes ne connaissent pas suffisamment les batteries, pourtant ça fait 7 saisons qu'on roule. Et on va avoir une 3e génération l'année prochaine qui est plus puissante et complètement, enfin dans 2 ans, qui va être beaucoup plus évoluée. Donc la situation aujourd'hui, c'est la Formule 1 s'est dit donc si on a un drapeau rouge, maintenant on peut faire comme en Formule 1, on peut repartir avec un départ arrêté. Ok, je ne sais pas si ça va sauver le spectacle. L'année prochaine, il y aura 20 kW de puissance en plus, l'équivalent de 50-60 chevaux. Ça va aller plus vite. Oui, mais du coup, les voitures vont être beaucoup plus difficiles à tenir. Et c'est déjà une belle partie de plaisir où les pilotes, en début de week-end, tartinent et risquent de se planter. Donc, la course à la puissance, la course au spectacle, la course à l'implication du public, ou le fan boost, qui permet de voter pour avoir 5 pilotes qui ont un boost d'énergie supplémentaire. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ils ont les 25 dernières minutes pour l'utiliser. Je n'ai jamais vu un pilote utiliser un fan boost et gagner une place. D'Acosta a essayé ce week-end, il s'est encore mordu les doigts, ça ne marche pas. Donc, il y a des artifices, il y a des outils, mais ça ne fonctionne pas. Et le spectacle en piste, il est parfois ridicule. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut à l'antenne nous donner un classement à 22h, à 23h, il n'y a plus rien de bon. Et comment tu veux garder le public, comment tu veux attirer les gens sur un spectacle ou quelque chose où tu as 25 minutes pour avoir un podium, parce que, je suis désolé, dimanche on a rendu l'antenne parce qu'on n'avait juste plus le temps, il fallait 25 minutes pour aller au podium, t'imagines? Ah oui, non, alors là, dis donc, non, là... mais avant ils allaient vite au podium en 10 minutes, mais on n'avait ni classement constructeur ni classement équipe, donc nous on devait gratter avec notre boulier dans la cabine. Ouais, mais le spectateur, il n'y a pas de projection. Avant on avait constamment les batteries affichées, la pourcentage. Oui. Maintenant là, 5 minutes sur toute la course, et il faut pas le louper, parce que si vous le loupez, vous savez pas où vous en êtes. Donc on n'a pas les données nécessaires, c'est comme les écarts qui évoluent en Formule 1, on te les met en bas de l'écran à quasi chaque tour entre 2 voitures. Là, tu peux t'asseoir dessus. Donc il y a un manque de communication vers le public. Il y a un manque d'organisation claire dans la diffusion, parce qu'ils pensent qu'ils ont 2 heures et qu'après l'arrivée, les gens vont rester 2 heures pour voir un podium. C'est non. Il y a un problème au niveau de la structure de certaines séances, principalement la qualification, et je rejoins ce qu'a dit effectivement Jean-Éric Vergne. Il y a un problème d'équité vraiment par rapport aux pilotes qui ont l'avantage au classement avant d'arriver quelque part. Le nombre de courses est suffisant pour avoir un champion légitime, mais comme cette année, c'est la première fois qu'on va avoir un champion du monde FIA, la discipline est officiellement reconnue comme un championnat du monde. FIA était déjà sous la FIA, mais un championnat du monde. Qui va être champion? Je suis incapable de te le dire. Et il ne reste que 4 courses. Mercedes qui a débuté, voilà, et Mercedes qui a débuté avec une saison exceptionnelle où De Vries gagne 2 courses en demi-team, ils n'ont plus rien marqué, très peu depuis 5-6 courses. Donc pourquoi Mercedes est devenu mauvais du jour au lendemain dans une saison où il n'y a pas d'ajustement de BOP, il n'y a pas de changement de pneumatique, il n'y a pas de changement de règlement? C'est méconnu, c'est juste, si t'as pas la chance de tout de suite bien te mettre, quand le sprint est lancé à 50 mètres de l'arrivée, t'es trop loin. Et ça, c'est vraiment un problème. On laisse des débris en piste, il y avait un passage de roue qui est resté sur la trajectoire pendant toute la moitié de la course. Il y a 2 jours, on avait un morceau de carbone planté tel une antenne dans le museau de la voiture de Norman Nato. Il n'y a pas de drapeau noir et blanc, il roule, s'il le perd, ça va dans un casque. Non, je sais pas. Il y a vraiment un côté...
on s'en fout, et c'est très bien comme ça. Et on paraît parfois ridicule, je le dis, on paraît parfois ridicule à commenter une course où on essaie de monter une intensité, de monter un contexte et une passion pour quelque chose, et qu'à même la ligne d'arrivée, un gars qui franchit la ligne est instantanément déclassé. C'est ce qui est arrivé à Pascal Wehrlein à Puebla. Il a mené une course parfaite, lui n'a fait aucune erreur, mais comme on n'a pas écrit le bon chiffre Bah pour oui, le pneu, c'est il est ça. pénalisé. Donc voilà, il y a Ouais. beaucoup trop d'extra pénalités. Mettez-leur 1000 euros d'amende, ça calmera tout le monde et ça n'influera pas sur vraiment sur le sport et sur l'équité. Vraiment, c'est le terme. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Donc la Formule E, c'était très calme ce week-end à New York. C'était malgré tout de belles bagarres, de belles disputes, mais ça reste particulièrement calme. Il y aura encore donc 2 meetings, donc 4 épreuves, 2 double headers. Donc on se retrouvera dans 2 semaines à Londres. Alors ils n'auront pas gagné Oui. la Coupe d'Europe, mais Sam Bird aura toujours son maillot de l'Angleterre. Et on finira le week-end du 15 août à Berlin. Cependant, on a déjà eu, pour conclure, le calendrier de la saison prochaine, où il y aurait 16 courses. Certaines sont à attribuer. On retournerait en Corée du Sud, notamment on retournerait aussi à Mexico sur le circuit Hermanos Rodriguez. On n'irait plus ici à Puebla parce que c'était catastrophique en termes de technique, de piste. Enfin bref, il ne faut plus aller là. Le circuit est beaucoup trop dégradé. On parle du Canada, on parle des États-Unis, toujours New York. Donc voilà, un calendrier dans la continuité de cette année, mais avec encore quelques dates à annoncer, mais très très peu de circuits européens, hormis peut-être l'Espagne et l'Italie qui sont maintenus. Voilà. Bon, eh ben, écoute, merci pour cette longue page, mais où tu as dit tout ce Les qu'il fallait termes. dire, et je pense qu'on peut te rendre hommage pour ne pas avoir été l'adepte de la langue de bois et avoir dit des choses, alors que tu es le commentateur belge de la Formule I. Ah oui, oui, oui. Tu nous as fait part de tes réserves, et c'est un discours que l'on peut apprécier, et même on peut te remercier pour cela. Parfait, Maxime, merci. Je te propose d'enchaîner avec la dernière partie Oui. où on va passer en revue le panorama de l'actu international du sport automobile. Allez, checkered, c'est le drapeau à damier, mais non, c'est pas fini. C'est juste que voilà, on aborde la dernière partie. Alors, il va y en avoir pour toi et moi. Écoute, moi j'ai envie de te dire, si on se met en mode un peu preview, tiens. Oui. Le WEC, donc répétition générale avant les 24 heures du Mans, c'est bien à Monza que ça va se passer. Mais est-ce que tu as un avis sur la Peugeot Ah. 9X8 que tu as donc découvert, l'hypercar Peugeot qui a été présenté? Alors, on sait tous trop vraiment si ça va rester comme ça, si ça va pas évoluer, si c'est pas juste un coup de crayon. Et puis qu'après la réalité va peut-être reprendre le dessus. C'est vrai que bon, bah, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas d'aileron arrière et qu'il y a un jeu esthético réglementéro-sportif qui a l'air assez incroyable. Hein. Bon, moi j'avoue que je suis séduit par l'audace, je suis séduit par la ligne. Après, je sais pas comment ça peut évoluer, mais bon, Peugeot là annonce une certaine couleur qui moi me plaît. Et toi? Alors, 2 choses. La première, rappelez-vous comment on a été hypé par la Toyota Hypercar et la déception qu'on a eue. Oui. Et puis Peugeot te sort ça. Bah C'est voilà. beau, ça donne Oui. envie et ça annonce surtout un règlement ultra ouvert techniquement parce que c'est à l'opposé total de ce que présente Toyota et l'Alpine. Mais bon, je prends en compte la Toyota. Elle est belle. Elle a, désolé, parlons clairement, une gueule, vraiment. Elle est très typée. Il n'y a pas cet aileron arrière. On part du fait que l'aspiration, le Venturi va faire tout en dessous et que le châssis enfin le fond plat est encore plus impressionnant que la voiture en elle-même. Non, avec le line-up de pilotes, ce pari de l'aérodynamique comme il est et de cet hypercar qui là pour le coup donne vraiment envie et me dit que quand on va avoir Audi, Toyota, Porsche et BMW qui vont venir se mêler à la bagarre, techniquement, ça peut devenir une renaissance qu'on espérait peut-être même plus pour la discipline. Ouais. Donc, elle est belle. Moi, je suis déjà friand de Peugeot en termes de voitures de tourisme. Quotidiennement, les nouvelles 308, 508 sont des voitures qui, comparées aux 20 dernières années, sont esthétiquement beaucoup plus travaillées et identitaires. Et on retrouve ça dans le proto, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Vraiment, quand on voit certains prototypes, on se dit, comparer ça à une voiture de route chez Toyota ou ailleurs, ça n'existe pas. Donc rien que pour ça, c'est déjà une réussite. Maintenant, quid du résultat, de la performance, on verra quand cette voiture sera sur la piste. Pour l'instant, ce qu'on en a vu me donne envie, puisque tout cela était très théorique, informatique et calculé. Maintenant, la réalité sera tout autre. On espère qu'on ne va pas vivre de drame technique et que ce sera une catastrophe à l'image de la Nissan LMP1 à l'époque. Parce que c'est un gros pari technique de la part de Peugeot. Maintenant, ils ne sont pas novices en la matière. On y retrouve un peu de la 905, un peu de la 908. Donc voilà, ça ramène un petit peu des beaux souvenirs et on espère que l'équipe est toujours motivée et renouvelée avec ces nouvelles technologies qu'elle sait si bien maîtriser.
Voilà, mais on est globalement d'accord. En tout cas, là, oui, Toyota prend un petit coup de vieux. Oui, Ah oui. là, c'est sûr. Ça fait classique, ça fait un peu pépère. L'hypercar Attention, Toyota. Bon, bah le écoute. japonais, c'est parfois traditionnel, mais efficace. Hein. C'est quand même Oui, une oui, tout tradition. à fait. Alors, tiens, j'aurais pu enchaîner par deux fils là qu'on a tirés, soit l'Endurance, soit Toyota. Bah tiens, je vais tirer le fil Toyota. Donc Toyota, l'équipe va se retrouver en rallye Oui. le week-end prochain, l'Estonie. Alors, on revient pas sur le WRC. Moi, je fais un épisode après chaque manche avec mon consultant sur l'Afterlab, Guillaume Lafay. Cette année, c'est un peu la même histoire. On a une année géniale avec des scénarios d'enfer à chaque rallye. Mais globalement, c'est Toyota qui gagne à la fin parce que Hyundai se prend les pieds dans le tapis. J'entends ça depuis Et des mois, mon cher LFB. Ça devient voilà. fatigant. Et je ne reviendrai pas sur les nouveaux malheurs de Thierry Neuville au Safari. Vraiment, le samedi soir, j'étais persuadé qu'il allait gagner. Oui, Et puis, bah, nous aussi. Hein. voilà, donc ça ne l'a pas fait. C'est juste pour dire que, bon, là, c'est victoire obligatoire pour Hyundai. Pourquoi? Parce qu'on arrive en Estonie, et qu'en Estonie, on est chez Tanak, et qu'il a l'air imbattable sur ce terrain. Et qu'effectivement, Ogier qui gagne 4 épreuves sur 6, Evans qui en gagne Ça une, fait bon, mal, t'as hein. compris. Ouais, ça fait mal. Hein. Donc, effectivement, là, Hyundai va devoir répondre présent. C'est peut-être la dernière chance. Bon, on surveillera ça. Alors, si je reviens sur le fil de l'endurance, je voudrais juste dire qu'en ELMS, c'est le Panis Racing qui a gagné. Et oui, Et première oui, les victoire. 4 heures Ouais. de Monza. Écoute, super, bravo à Olivier évidemment, et bravo à ses pilotes, Julien Canal, James Allen et ben, évidemment j'oublie le troisième. Euh, Ah, quelle C'est horreur. vraiment honteux. Bah oui, oui, donc il va falloir que j'aille vérifier en direct, et je vais te dire ça tout de suite, si tu m'accordes un petit peu de temps. Ah oui, non, là c'est vraiment honteux, surtout qu'effectivement je me dis, il faut pas que je loupe. Et ben c'est Will Stevens, évidemment, en plus un ancien pilote Oui. F1, non mais je te jure, bah oui, oui, Moi, voilà. Bon, je le voyais écoute, ailleurs, moi. Désolé. bon, ben, non, ben, ça prouve qu'on est bien en direct avec Et on pas ne de peut pas tout problème. regarder, hein, Ah bah chers oui, amis. oui, parce Hein. qu'attends, Le week-end est tiens, toi, long. Hein. voilà, alors, je parle du supercar dans quelques instants, mais parle-moi du WTCR. Eh bien, le WTCR. Alors, je crois que je m'acharne quand même, parce que bon, après la Formule E et ses règlements compliqués, bienvenue en Super Tourisme, donc, enfin en Super Tourisme, en TCR mondial, cette Coupe du Monde avec la BOP, la fameuse Balance of Performance, que j'ai déjà évoqué notamment à l'époque du GT hein, au Mans avec Porsche et Ford. Ici, le concept est le même, c'est-à-dire qu'après 3 manches d'un championnat en WTCR, on réajuste la BOP. Cependant, celui qui met un petit peu la poudre dans les doseurs s'est trompé et on a eu une catastrophe. Alors, je vous remets un petit peu le scénario. En début de saison, nouvelle voiture chez Audi, la nouvelle RS3, la deuxième version, l'évolution 2021, arrive. Cette voiture ne fonctionne pas du tout avec la BOP par rapport à l'année précédente, et devant, on a une ultra domination des Honda, avec derrière les Lynk & Co qui, parfois, selon le circuit, sont aussi performantes que les Honda. Derrière, vous mettez les Seat Cupra, enfin les Cupra Leon, hein, c'est plus Seat maintenant, les Cupra qui sont derrière, et globalement, les Audi, eh bien, elles font un petit peu voilà, voiture balai. Ça, c'était le scénario jusqu'à ce week-end à Aragon, où on est arrivé avec toute nouvelle BOP, et ça a de nouveau fait grincer des dents. Cette fois-ci, à part Hyundai, qui, avec le Sébastien Loeb Racing notamment, et le team Henschler, parvient à toujours se retrouver devant dans les points. C'est la seule voiture qui a l'air de ne pas changer au niveau BOP, mais c'est autour de cette voiture que ça pose problème. Devant, les Honda se sont retrouvés au fond du gouffre. 16, 17, 18 et 19e en qualif lors de la première course. Ah Ça a oui. été catastrophique chez Olinkel, le team de René Munich, le team Olinkel allemand. Ça a grincé des dents, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, enfin on se fout de nous. Et voilà, bon. Deuxième phase, Lynk & Co a également subi ce problème. Pour la première fois, les Lynk & Co se sont retrouvés vraiment piégés par la BOP parce que depuis ces dernières années, c'est toujours vers Lynk & Co qu'on s'est tourné, ou en tout cas vers Hyundai, les deux équipes se battaient devant. Et Audi, qui avait plutôt bien débuté l'année dernière avec cette voiture qui était à bout d'évolution, amène une nouvelle voiture cette année, et ce week-end va se payer les meilleurs résultats de la voiture avec la première victoire obtenue par un pilote belge, Frédéric Verviche, qui s'est imposé. Mais on retrouve Gilles Magnus sur le podium. Gilles Magnus, c'est un débutant, on en a parlé, il avait fait le WTCR l'année passée au lieu du TCR Europe parce que tout était en Europe, donc toujours avec l'équipe belge comme to you. On retrouve Tom Coronel, 3ème de la première course, Nathalie Berton, 4ème de la première aussi. Donc globalement, à part Fred Verviche qui a fini 8ème de la première course, toutes les Audi officielles, c'est-à-dire chez Come To You, puisque c'est la seule équipe qui représente Audi en championnat du monde, sont dans les points. Et ça a fait une moisson de points phénoménale pour l'équipe, mais ça n'a pas rattrapé quand même les 3 manches précédentes où ça n'allait pas. Donc, le bilan de la première course, victoire de Tarquini, avec donc la Hyundai qui fonctionne toujours
aussi bien. Derrière Ascona, donc la BOP est intéressante. Ensuite, on retrouve derrière Coronel et Berton, comme je viens de vous le dire, et surtout Yann Erlaché, première voiture de l'équipe Lynk & Co. Donc là, on se dit que la BOP est pas mal, même si les Audi ont archi dominé en qualification. Lors de la deuxième course, grille inversée, hein, c'est comme ça que ça se passe, donc on part d'un peu plus loin, etc. etc. Fred Verwich donc, a signé la pole, il part devant et domine la course. Derrière, on voit Ted Bjork qui parvient finalement à battre Gilles Magnus, parce que Gilles n'a pas vraiment encore l'expérience pour se défendre face à un monstre comme Ted Bjork, un monstre dans le talent bien entendu. Jean-Carl Vernet, il est toujours là, il est là avec sa grosse Hyundai i30 maintenant, il fait le travail et il termine quatrième devant Nathanaël Berton qui fait encore une fois cinquième. Donc les Audi ont fait carton plein ce week-end. Mais si on prend le classement actuel, donc après cette manche, il nous restera encore 3 courses. La prochaine est à Adria en Italie, hein, un circuit très sympa pour du tourisme. On a Jean-Carl Vernet qui est toujours en tête parce que lui, quels que soient les BOP de ses camarades, lui il a toujours marqué des points et des victoires à chaque meeting, encore ce week-end. Il s'en sort plutôt bien, même si c'est peu de points, c'est toujours des points, avec sa 4e place en course 2. Yann Erlaché est 2e, Yvan Muller 3e, et Routia, l'Argentin, 4e. Donc la Lynk & Co est la voiture qui a été la plus récompensée par la BOP depuis le début de saison. Maintenant tu te dis, oui mais c'est pas possible, où sont les Honda qui étaient dominatrices? Eh bien elles se sont écroulées, on retrouve Tarquini qui est 5e avec la Hyundai, et les autres sont très loin. C'est-à-dire que si on prend le classement équipe, première équipe 141 points, c'est l'équipe Sian. Deuxième équipe, l'équipe Henschler avec les Hyundai. Troisième équipe, la deuxième structure de chez Sian. Donc les Lynk & Co sont en première et troisième place. On fait des équipes de 2 en WTCR pour faire plus joli et plus intéressant, mais ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est le même team. Donc globalement, si on fait le cumul des 2 points, je me suis amusé à ça, on est quand même à une quantité de points qui est équivalente à 253 points pour Lynk & Co. Et si on prend les deux équipes Honda qui sont derrière, on n'est qu'à 213 points. Donc si on regroupait par constructeur, ce serait une lutte entre Honda et Lynk & Co. Et derrière, les autres, Hyundai, ils récupèrent un petit peu les miettes. Donc il y a aussi un manque de logique totale dans cette BOP. Quand sera-t-il à Adria, une piste plutôt intéressante et rapide? Ça va normalement faire la part belle au Hyundai et au Lynk & Co au niveau châssis, là où l'Audi a encore du travail. Donc encore une fois, le show mis en place par Eurosport Events, parce qu'il ne faut pas oublier que 80% du plateau est payé par Eurosport, c'est un peu comme ça, mais c'est la réalité en WTCR, va encore je vais pas dire se ridiculiser, mais va encore biaiser les cartes, et c'est un peu à l'image de la Formule 1, c'est-à-dire qu'on veut tellement faire des règles pour mettre tout le monde sur un piédestal, ou un pied d'égalité plutôt. Ça ne marche pas, il y en a toujours un qui va tirer les marrons du feu sans vraiment le mériter. Alors je ne dis pas que ce week-end les victoires d'Audi et Come To You sont volées comme les précédentes, mais elles sont... L'avantage est trop exacerbé par rapport au règlement avec cette pénalité. Quand j'ai mon meilleur ami travaille chez Come To You, donc j'ai pu en discuter avec lui ce week-end à Francorchamps. Il me dit, comment tu veux te battre sur un tour qui fait 1 minute 20 avec 100 kilos en plus dans la voiture? Oui. C'est pas possible de lutter, c'est juste impossible. Donc il y a vraiment un problème de mesure, de pénalité et de fonctionnement entre les grilles inversées et le reste. Donc le WTCR fait sa petite vie. Moi qui suis un aficionado, un ultra passionné de cette discipline qu'est le tourisme, je souffre, et chaque fois j'éteins ma télé et je vais voir le BTCC à la place parce que c'est beaucoup plus disputé, loyal et juste fun, et il y a du spectacle, quoi. Donc voilà, je vous fais toujours un point WTCR, mais là il était particulièrement difficile à faire. Bon, écoute, en parlant de tourisme, je vais enchaîner. Et je vais faire mon petit point Supercars, direction l'Australie. Bon, l'Australie qui continue d'être ballottée au gré des vagues c'est compliqué, épidémiques. Oui. Alors là, c'est pas comme chez nous, je l'ai déjà suffisamment dit. Je te rappelle qu'il y a un mois, Melbourne s'est reconfiné parce qu'il y avait eu 12 cas. Depuis 15 jours, c'est Sydney qui est reconfiné parce qu'il y a eu 83 cas la première journée. Donc effectivement, ça nous fait sourire. Enfin bon, on l'a déjà dit, ils ont une politique de zéro Covid, dès qu'il y a un cas, c'est un drame. Donc effectivement, c'est une succession de confinements localisés. Et le calendrier du Supercars, après chaque meeting, on se demande où aura lieu la prochaine manche. Bon. Donc là, après 15 jours, un peu de confinement, les équipes ont pu quand même aller à Townsville, qui est donc une ville au nord de Brisbane, dans le nord du Queensland. Et là, ça a été un format, c'est le deuxième format. Je dirais, tu as les courses d'endurance, avec des kilométrages qui sont de 500 ou de 1000 km, comme à Bathurst. Tu as les courses sprint, avec 3 courses les week-ends, ça c'est ce qu'on appelle les meetings super sprint. Et puis tu as les meetings intermédiaires qui sont réservés à des grands meetings et dans des villes, comme à Adélaïde à l'époque, Townsville. Donc c'est 2 courses de 250 km chacune, une le samedi, une le dimanche. Et c'est vrai que c'est
c'est vraiment tous les pilotes me l'ont toujours dit. Physiquement, tout seul, 250 km, c'est hard. Hein. Donc, tu vois, c'est un meeting prestigieux. L'inconvénient de ce format, c'est que quand une équipe est dominatrice, bah, évidemment, elle l'est encore plus, parce que sur la longueur, les écarts se creusent. Or, en ce moment, je te la fais courte, Triple Eight a vraiment trouvé le truc et écrase tout le monde. En début d'année, Van Gisbergen, tu te souviens, avait signé 6 victoires consécutives. Bon, là, il en est à 4 consécutives. Donc, il a gagné les 2 de Townsville, même si Whincup avait signé la pole lors de la deuxième course. Mais au final, c'est Van Gisbergen qui a gagné. Alors, on ne se fait pas de cadeau entre les deux. Hein. Le combat est féroce, beau, et ça a été un beau spectacle. Sauf que les troisièmes, et c'est maintenant l'équipe DJR, hein, avec Will Davison et Anton De Pasquale qui sont là pour faire 3 et 4, globalement, ils sont 25 secondes derrière. Quoi. Donc effectivement, des rumeurs sont venues ce week-end, classique. On a accusé Triple A de peut-être pas avoir un réservoir totalement légal. Enfin, tu vois, des petites accusations qui commencent parce que la domination devient un petit peu trop forte. Quoi. Alors, c'est évident qu'ils trichent pas, je peux pas le croire, évidemment. Pas avec leur réputation, pas avec leur réputation et toutes ces années, c'est pas possible. C'est ça, voilà. Donc là, ils sont au sommet et effectivement, les deux font le trou au championnat, mais c'est globalement toujours Van Gisbergen qui continue de dominer. Alors, ils se font un double header du coup, parce que Townsville, qui a été menacé mais qui finalement a eu lieu, du coup, il reste. Et là, dès le week-end prochain, tu as aussi un nouveau meeting à Townsville. Donc on est efficace, on rationalise en fait le déplacement, mais là on repasse en mode super sprint. On n'aura pas 2 fois 250 km, on aura une course le samedi et 2 courses le dimanche. Donc tu vois, il y a du pragmatisme côté australien, mais la saison continue tant bien que mal, et qu'elle se terminera à Surfers Paradise qui fera son retour par 2 courses justement de 250 km. Mais attention, c'est plus en endurance, hein, plus à 2 pilotes. C'est bien un meeting, voilà, chacun sera dans sa voiture pour 2 fois 250 km. Mais ça se terminera à Surfers Paradise. Et la particularité de cette année, c'est qu'il n'y aura donc qu'une seule manche d'endurance, à 2 pilotes par voiture. Ce sera à Bathurst, oui, bien sûr. Mais il n'y aura pas d'autres manches, tu vois. A priori, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Bon, donc voilà, la saison est un peu ballottée en fonction des annulations ou des menaces qui planent sur les meetings, mais ça continue tant bien que mal, et c'est vrai que l'équipe Triple Eight, Red Bull Triple Eight est au sommet, et que Van Gisbergen continue de mener sa barque, mais on verra éventuellement la semaine prochaine si ça a évolué. Écoute, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? Là, je crois qu'on a passé un petit peu tout en revue. Donc, tu as été à Spa-Francorchamps, mais tu as piloté ou en Fun Cup? Parce que la Fun Cup, moi, je me souviens à Motors TV, on avait un résumé chaque année, donc ça dure 25 heures. C'est ça, la plus longue course du monde. Hein. Oui, c'est ça, donc c'est 25 heures, c'est vrai que c'est génial. Ces voitures, comment on les appelle? Des Fun Cup. Oui, c'est ça. Simplement, les voitures. La voiture est une Fun Cup et la discipline, c'est la Fun Cup, en fait, tout simplement. C'est ça. Bon. Et donc, il y a combien de voitures au départ? On était 115, 120 cette année. C'est ça, on est d'accord. Oui, il y a du monde. Il n'y en a pas autant à l'arrivée, mais il y en a beaucoup au départ, souvent. Et toi, alors, tu faisais quoi? Alors, dans le cadre de l'association et des événements Cap 48, qui est en fait globalement un téléthon à la belge, pour vous expliquer à mi-français, mais c'est une société une association qui est soutenue par le service public belge, donc la RTBF, pour qui je travaille, et chaque année, aux 25 heures, soit on engage une voiture avec des pilotes handicapés, soit on fait du biplace, donc il y a une catégorie qui existe en Fun Cup où c'est juste une biplace, donc il est obligatoire d'avoir un passager. Les temps d'arrêt sont limités et on fait généralement, pour les petites équipes, on s'inscrit en biplace et on fait payer des baptêmes de piste aux passagers. Ça permet de rentrer dans le budget. Cette année, étant la première année depuis longtemps où beaucoup de gens pouvaient partir en vacances, à la RTBF, certains ont pris leurs vacances, ce que je comprends totalement, et du coup, il y avait un petit peu moins de possibilités. Donc, en plus de moi, il devait y avoir d'autres personnes qui venaient un petit peu soutenir une équipe, le TML Racing, qui est en fait une équipe tenue par une famille. Alors, c'est souvent comme ça. Hein. Généralement, on fait rouler le père, le fils. Il y avait ici, cette année, par exemple, Jack Morley qui roulait avec son fils Antoine. Alors, c'est des noms méconnus pour vous en France, mais très connus en Belgique. Antoine, il avait 16 ans pour sa première course ce week-end. Donc, vous voyez qu'on a un peu de tout, on a des hommes, des femmes, il y a Angélique de Tavernier qui a roulé chez Comme To You notamment, avec des gros sponsors, il y a McDonald's Belgium, il y a vraiment il y avait une voiture aux couleurs de Vaillant, forcément aux couleurs de la coccinelle de Disney, donc voilà.
Il y avait des voitures leaders cette année, il y avait des Fun Cup aux couleurs de Ah, leader, c'était assez marrant, le leader team avec le vrai, ils avaient des vestes avec le leader, euh, vraiment comme dans la bande ah, dessinée, c'était particulièrement génial. Voilà, des livrets qui rappellent, il y a une voiture de l'équipe DRM aux couleurs de la Grello, du team Monte, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites et c'est un peu le concours à la plus belle déco. Au-delà de ça, donc j'ai pu être passager avec une amie que j'ai invitée, qui était ravie d'aller mettre ses fesses une demi-heure en biplace dans une Fun Cup. Donc en gros, tu t'assieds à côté du pilote, tu cales tes pieds et t'es parti pour une demi-heure sur le circuit en course. C'est une expérience géniale, c'est ouais, payant ouais. normalement, c'est pas si cher que ça. Donc si un jour vous passez du côté de la Fun Cup, si tout va bien, le jour où le Covid a enfin disparu et que le public sera de nouveau autorisé parce que c'était à huis clos, on a eu un test PCR avant de rentrer dans le paddock. Enfin, c'était vraiment Mm. particulièrement bien organisé par l'équipe de Mark Van Dalen et Thierry Van Dalen, c'est Chronos Events en Belgique qui s'occupe de la Mhm. Fun Cup et de ses compétitions. Et voilà, donc j'ai pu passer une demi-heure en copilote. Et ce qui est très drôle, c'est que tu es du côté extérieur, donc à gauche du pilote et pas à droite. Le pilote est plutôt à l'intérieur, donc tu te prends, tu vois Ouais. le raidillon qui passe, tu vois tous les murs blanchimont et tu te dis si c'est pour moi, s'il y a un problème. On s'est bien amusé donc avec la famille Liedekerk qui tenait cette voiture, qui a finalement fini deuxième en catégorie biplace. Donc malgré les passagers, ils ont réussi à être deuxième. Donc l'événement de ce film était assez intéressant. On a souvent les mêmes équipes qui se battent en tête et la structure DRM qui est une des plus grosses en Fun Cup. Il y a comme Touyo aussi qui est là, ils avaient 6 ou 7 voitures et d'autres équipes avaient le team DRM Autographe qui s'est donc imposé avec la 477 avec un certain Maxime Soulet que tu connais qui était au Ah volant oui. de cette voiture avec aussi Kluiskens, Bolen et Verhaeren qui sont donc des pilotes belges forcément moins bien connus. Et on avait des invités, il y avait Vintontonio Liuzzi qui roulait ce week-end par exemple sur une Fun Cup. Donc voilà, on a parfois des gens qui viennent un petit peu s'amuser dans une discipline qui finalement ne coûte pas cher puisqu'une Fun Cup, rappelons-le, c'est des tuyaux de chauffage soudés avec derrière un moteur et deux cardans. C'est un peu ça l'idée, mais c'est du fun, donc c'est vraiment, ce sont des pneus en couque sculptés, donc quand il pleut, tu dois pas mettre des pneus slick, tu vas beaucoup plus longtemps, on peut faire quasiment les 24 heures avec les 25 heures pardon, avec un ou deux trains de pneus. Donc voilà, c'est vraiment du fun à petit budget. Pour moi, c'est entre le karting et la petite monoplace, c'est vraiment très très fun à conduire. Et donc, Ah, voilà. le film de cette course, ça a été qu'une voiture a dominé la 424, pilotée par un autre Maxime Martin, celui-là. Et Ah, à la bien sûr. fin, il y a eu un petit jeu entre une autre voiture de l'équipe DRM et celle qui a gagné pour bloquer Maxime Martin. Et finalement, ils ont ralenti un petit peu tout le monde et on a dû faire un tour supplémentaire. Et le dernier relais de Maxime Martin était prévu pour 28 tours d'essence et on en a fait 29. Donc il a perdu les 25 heures quasiment dans le dernier tour de course. Ça a dû être très difficile à vivre parce que même si c'est fun, même si c'est détente, il y a énormément de challenges et de niveaux. Donc voilà. Et celui qui a un peu influencé tout ça, c'est un pilote d'une autre équipe DRM. C'est Adam Christodoulou qu'on connaît pour avoir roulé notamment Oui. chez Mercedes, hein, qui est un pilote assez réputé et qui vient Bon, je souvent l'ai en Fun Cup. commenté en British GT à C'est l'époque. ça, exactement. Un Oui. pilote qui a un beau palmarès et qui était venu un petit peu se mêler à la victoire, à la bagarre, et qui, entre deux, finalement, a gêné Maxime Martin. Donc, voilà, est-ce que c'est sport ou pas? Rien ne Oh, ouais. l'interdit dans le règlement, mais si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube VW Fun Cup, vous avez l'intégralité de la course. Les 10 dernières minutes valent de l'or parce que, voilà, personnellement, je trouve que c'est le jeu de l'endurance d'avoir une voiture qui gêne. Est-ce que c'est sport? Non plus, donc je suis un peu, ça pèse un peu entre les deux, mais voilà. Donc sinon une épreuve qui Alors, s'est bien déroulée, pas de drame, pas d'accident, beaucoup d'amusement, beaucoup de gens qui ont pu être en baptême via les biplaces et un événement qui a pu avoir lieu et rien que pour ça on peut remercier Chronos Events. Et voilà, donc je vous invite à gérer aussi un petit peu les réseaux du côté de Cap 48, si vous êtes en Belgique, notamment en France c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais ils font des événements notamment autour des 24 heures de Spa de karting où il y a toujours une équipe qui est engagée, on essaie de faire venir des célébrités belges, etc. Donc j'en fais partie depuis 2 ans, et merci donc à Maxime Berger, Brian Acampo, et voilà, tous ceux qui ont permis ça, mais ça m'a fait du bien, puisque sache que c'est la première fois depuis 1 an et demi, 18 mois, que je remettais les pieds à Francorchamps, et que la petite larme a coulé quand j'ai monté le raidillon dans ma Fun Cup. Donc voilà, merci beaucoup à Cap 48, et allez checker, si vous êtes en Belgique, les initiatives et les belles choses qui sont faites par cette association. Merci pour ce petit mot qui n'était pas forcément très intéressant pour une partie du public français, mais qui me tenait à mais cœur. ça nous change. Et puis ben, j'ai bien compris que c'est le prénom Maxime qui était à Ah l'honneur, bah oui, attends. Soulet, Martin et surtout Potard, bien sûr. Hein, voilà, donc on avait compris. D'accord. Bon, et ben écoute Maxime, ça va être le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Comme on est en période un peu estivale, bon, théoriquement on se retrouve dans 15 jours, mais on vous tient au courant et restez à l'affût et on verra quand on arrivera à refaire un numéro, mais il y aura de toute façon toujours des choses à Bien sûr. débriefer, mais enfin, on vous tient au Les courant, bien 24 heures de évidemment. Spa, si elles ont lieu, j'y serai. Ouais, Je vais voilà, essayer. ouais.
En tout cas, aujourd'hui, nous étions bien ensemble pour le numéro 35. Il y aura un numéro 36, ne vous inquiétez pas, mais on se tient au courant. Maxime, porte-toi bien. Bonne vaccination, bon passe sanitaire, puisque chez nous, c'est obligatoire. Voilà. Mais moi, je suis vacciné, tu le sais, pas de problème. Et puis, ben, portez-vous bien tous. Bonne santé à vous tous. Vive le sport automobile, vive la passion. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour débriefer. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Mais pareillement, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner évidemment, vous retrouvez tous les réseaux dans la description et en dessous si vous êtes sur la vidéo YouTube qui sera publiée cette fois-ci sur la chaîne de l'Afterlab d'LFB. La fois prochaine ce sera chez moi sur la chaîne Maxou le Pilote. Merci à tous pour votre attention et votre temps, c'est toujours très cool de discuter avec toi LFB. Voilà. Allez, salut! Salut!